Mon mari Henri, mon compagnon de vie depuis 50 ans, juste avant d'expirer, a rassemblé ses dernières forces pour me demander de me pencher vers lui. Les mots qu'il a soufflés à mon oreille, ces mots n'étaient pas seulement un adieu déchirant, ils étaient aussi le secret même qui allait dévoiler une terrible trahison vécue sous mes yeux depuis des années. Je m'appelle Florence, et voici l'histoire qui a commencé avec la mort de mon mari et qui a bouleversé ma vie de fond en comble. Avec Henri, mon mari, nous venions de franchir le cap du demi-siècle ensemble. Avec nos joies et nos peines, nous avions élevé notre fils unique, Julien, entouré désormais de lui et de son épouse Claire, qui, depuis le jour de leur mariage, n'avait jamais vraiment réussi à trouver sa place parmi nous. C'était l'un de ces jours où je croyais encore que nous menions une vieillesse paisible, vue de l'extérieur du moins. Quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire et que les heures d'Henri étaient comptées, je voyais le désarroi de Julien, mais il était impossible de ne pas remarquer, derrière la tristesse forcée de Claire, une impatience sourde, celle de quelqu'un dont l'esprit ne songe qu'à l'héritage. Ressentir cela à cet instant me faisait presque plus mal que de perdre mon mari. Quand le dernier moment est arrivé, Henri a serré ma main avec peine, m'a fait signe de me pencher tout près de lui d'une voix si basse que ni les infirmières ni Claire ne pouvaient l'entendre. « Florence, dans la chambre, le coffre, dans le coffre !» a-t-il soufflé entre deux respirations coupées. Sur le moment, je n'ai rien compris à ce qu'il voulait dire par le coffre. Mon esprit hurlait de douleur. L'homme qui avait été le pilier de ma vie pendant 50 ans s'en allait. Mais le regard qu'il m'a lancé avant de fermer les yeux et l'empressement de Claire à calculer déjà les biens restants ont gravé dans mon cœur la certitude que ce murmure contenait un secret vital, peut-être la clé de mon propre salut. Les funérailles furent si remplies que les visages autour de moi se fondaient derrière un voile de larmes. Toutes mes condoléances résonnaient comme un écho vide, tandis que je m'accrochais à ce mot énigmatique, le coffre, répété dans ma tête pour ne pas m'effondrer. De retour à la maison, Julien s'était réfugié dans son chagrin, tandis que Claire, telle une organisatrice de réception, dirigeait la maison de deuil, servait le café tout en inspectant les meubles du coin de l'œil. Ce zèle faux et précipité attisait ma méfiance. Elle ne pleurait pas la mort de mon mari, elle cherchait à contrôler ce qu'il laissait derrière lui. Soudain, les mots d'Henri me frappèrent. Le coffre dans la chambre. Une sueur glacée coula le long de mon dos au milieu de tous ces gens. Ce vieux coffre que je considérais depuis toujours comme un simple gardien de souvenirs venait de devenir le cœur d'un secret dont dépendait mon avenir. C'est alors que Claire s'est approchée doucement. « Maman, je sais que tu es bouleversée, mais il faudra bien qu'on s'occupe des papiers, la pension, le compte bancaire, tout ça. Tu sais où papa rangeait les documents importants ?» Sa voix semblait pleine d'attention, mais je sentis aussitôt que cette question n'était qu'un prétexte pour entrer dans la chambre et peut-être toucher au coffre. J'ai rassemblé mes forces, balbutié que je n'étais pas en état de penser à tout cela, que tout devait être dans le bureau d'Henri, et je l'ai ainsi écarté. Mais dès qu'elle s'est éloignée, je savais, au plus profond de moi, qu'il fallait que j'atteigne ce coffre avant quiconque, seul, même si mon cœur était brisé.
Peu à peu, les invités se retirèrent, et le silence lourd qui s'abattit sur la maison me gifla de plein fouet. L'absence d'Henri devenait réelle. Depuis la cuisine, les bruits de vaisselle précipités me rappelaient que Claire n'était toujours pas partie. Pire encore, elle semblait déjà vouloir réorganiser la maison à sa manière. Cette agitation réveilla en moi une panique nouvelle. Il fallait que j'atteigne le coffre avant elle. En me tendant un verre d'eau, elle dit d'un ton faussement doux : « Maman, tu es épuisée. Va donc te reposer un peu dans ta chambre. Je vais ranger ici et t'apporter une chemise de nuit propre. » Ces mots semblaient pleins de sollicitude, mais ses yeux, eux, se fixèrent un instant sur la porte de ma chambre. Ce bref regard suffit à me révéler son intention. Elle voulait y entrer avec moi. J'ai rassemblé ce qui me restait de force, me suis enfoncé dans le vieux fauteuil où Henri s'asseyait chaque soir, et j'ai murmuré que je voulais rester là, seule, auprès de son odeur, dans ce coin où sa présence planait encore. Entrer dans la chambre aurait rouvert la plaie, et tant que je n'aurais pas découvert le secret du coffre, personne, surtout pas Claire, n'y mettrait les pieds. Mon fils Julien, bouleversé, a fini par me dire « Maman, on rentre à la maison avec Claire, on reviendra demain matin, d'accord ?» Quand la porte s'est refermée derrière eux et que le verrou a claqué, un silence profond a envahi la maison. Pour la première fois en 50 ans, j'étais seule sans Henri, et au milieu de cette solitude, une seule chose restait à faire. Mes pas m'ont entraîné vers la chambre, ce lieu plein de nos souvenirs. À chaque pas, mon cœur cognait si fort que j'en avais le souffle court. Quand ma main s'est posée sur la poignée de la porte, le froid du laiton m'a traversé. La peur de ce que j'allais découvrir se mêlait à une étrange résolution. Comprendre pourquoi Henri m'avait confié ce secret et pourquoi Claire s'y intéressait tant. La porte grinça dans le silence comme un cri. À peine entrée, l'odeur d'Henri monta de l'oreiller et de la couverture, si vive que j'ai cru l'entendre m'appeler. La douleur me submergea à nouveau et il me fallut toute ma volonté pour ne pas refermer la porte et fuir. Quand mes yeux se furent habitués à la pénombre, je vis, à la place où il se trouvait depuis toujours, au pied du lit, ce vieux coffre en bois sculpté. Pendant des années, il n'avait contenu que mes souvenirs de jeune mariée, les premiers chaussons de notre fils, les lettres jaunies. Mais depuis le dernier souffle d'Henri, il s'était transformé en gardien d'un mystère dont j'ignorais tout. Mes jambes pesaient 1 tonne quand je m'en suis approchée. Le contact du bois sous mes doigts me sembla différent, presque hostile. Qu'aurait donc pu me cacher Henri? Et surtout, pourquoi m'en parler à ce moment-là, sous le regard avide de Claire? C'est alors que je remarquai le petit cadenas rouillé, toujours là, mais que je n'avais jamais vu servir. Mon cœur s'emballa. Ce coffre ne contenait pas seulement des souvenirs, Henri l'avait fermé délibérément pour le protéger. J'ouvris le tiroir de sa table de chevet, là où il rangeait ses babioles, comme il disait. Dans une petite boîte en fer, j'aperçus exactement ce que j'espérais, une minuscule clé en métal. En la prenant dans ma main, j'ai senti le froid du métal remonter jusqu'à mon cœur. Cette clé n'allait pas seulement ouvrir un coffre en bois, elle allait déverrouiller la partie cachée de la vie de mon mari et peut-être révéler le vrai visage de ma belle-fille. Quand j'ai pris cette petite clé entre mes doigts, mes mains ne pouvaient s'empêcher de trembler. Ce geste me donnait l'impression d'ouvrir le dernier acte de 50 ans de vie partagée, et la curiosité de savoir ce que renfermait la serrure réveillait en moi autant l'espoir que la terreur d'affronter une vérité terrible. Le petit clic du mécanisme résonna dans la maison silencieuse comme un coup de feu. En soulevant le lourd couvercle en bois qui grinqua, l'odeur de renfermé et de naphtaline me frappa, un parfum qui, un instant, me renvoya à ma jeunesse, au jour où j'avais déposé mes espoirs dans ce coffre.
Mais le poids des dernières paroles d'Henri balaya cette nostalgie d'un coup. Les premiers objets qui me sautèrent aux yeux furent ceux que j'y avais moi-même rangés des années auparavant. Les premières petites chaussures de Julien, nos photos de mariage jaunies, les vieux napperons en dentelle hérités de ma mère. Une déception profonde m'envahit. C'était tout, me suis-je dit, comme si la mémoire d'Henri m'avait joué un tour et qu'il ne cherchait qu'à dire adieu à ses souvenirs innocents. Mais le regard grave d'Henri dans ces derniers instants me revint aussitôt, et j'ai compris que ces babioles n'ébranleraient pas une femme prête à fouiller les comptes bancaires. Le secret devait être plus profond. D'un geste tremblant, j'ai écarté les vieux tissus. Sous la pile de tissus, mes doigts rencontrèrent une surface dure et froide, étrangère à ce coffre. Une vieille mallette en cuir verrouillée, celle qu'Henri avait utilisée il y a des années et que je croyais disparue. Là, sous mes affaires de jeune fille, se cachait le secret d'Henri, dissimulé avec une déconcertante habileté. Lorsque je tirai cette mallette lourde hors du coffre, j'eus l'impression d'avoir saisi un serpent niché dans le bois. Que Henri ait enfoui cette serviette sous mes souvenirs les plus précieux me frappait comme une trahison soigneuse. On avait pris soin de me cacher la vérité, pas seulement au monde, mais à moi-même. Posant la mallette sur le lit, je remarquai aussitôt son cadenas à combinaison de latons à 3 chiffres. Mon sang se figea. Henri n'avait pas choisi un simple cadenas susceptible d'être perdu ou trouvé par quelqu'un d'autre. Il avait opté pour un code. Preuve, me disais-je, que le contenu était d'une importance vitale. Mes doigts parcoururent, tremblants, les roues de métal froides. J'essayais toutes les dates sacrées auxquelles je pus penser, anniversaire de mariage, la date de naissance de Julien, le jour de notre rencontre. Mais ce maudit cadenas resta inébranlable, comme si Henri refusait de céder son secret sans combattre. Au milieu de cette impuissance, j'entendis un léger grincement dans le couloir. Peut-être le bruit innocent du bois qui travaille, peut-être pas. Mon cœur se serra. Et si Claire revenait ? Si elle cherchait un prétexte pour revenir et m'empêcher d'ouvrir la mallette ? J'ai arrêté de respirer, persuadé qu'on m'observait par la serrure. J'ai compris alors qu'il serait vain de remettre la mallette dans le coffre. Dès le lendemain, Claire fouillerait la maison. J'ai donc pris une décision risquée mais nécessaire. Plutôt que de la refermer dans le coffre, j'ai poussé la mallette dans le fond du sommier où je rangeais les couettes d'hiver, je l'ai enfoncée au plus profond du compartiment et je l'ai recouverte à la hâte. Cette nuit-là, ce n'était pas la douleur causée par la perte d'Henri qui me laissa sans sommeil, mais le poids du secret enfermé dans cette mallette verrouillée. J'avais l'impression que la mallette sous mon lit était une bombe à retardement dont le tic-tac m'avertissait sans relâche. Quand la sonnette retentit à l'aube, mon cœur fit un saut. Claire était revenue, non pas pour partager mon chagrin, mais pour prendre le contrôle de la maison comme elle l'avait promis. « Maman, je t'ai apporté des petits pains chauds pour le petit déjeuner. Julien va s'occuper des formalités à la mairie pour l'acte de décès, dit-elle en posant un baiser de compassion sur ma joue. Malgré ce geste, j'ai vu ses yeux parcourir la maison, s'attarder sur la porte fermée de ma chambre, celle que je lui avais refusée la veille. Sa sollicitude n'était qu'un prétexte pour fouiller. Quand elle revint de la cuisine avec une tasse de thé, elle lança la première offensive déguisée en aide. « Allez, maman, ne t'en fais pas, tu as l'air épuisée. Laisse-moi t'apporter un gilet confortable depuis ta chambre et on cherchera aussi ces papiers dont je t'ai parlé hier. » Je sentis l'intention derrière les mots. J'ai rassemblé ce qui me restait de force et, me servant du chagrin comme d'un bouclier, je murmurai « Non, Claire, s'il te plaît, pas maintenant. Je ne suis pas prête. L'odeur d'Henri est encore là. Laisse-moi rester dans son fauteuil. » Sa déception et l'allure de colère qui traversèrent son visage montrèrent combien ma résistance la contrariait. Pourtant, elle recula pour l'instant. « Très bien, maman, comme tu veux. » Mais je savais que ce n'était qu'un cessez-le-feu.
Je devais trouver le code à 3 chiffres de la mallette verrouillée avant elle. Tandis que Claire s'affairait dans la cuisine, ouvrant et refermant les placards comme si la maison lui appartenait déjà, je n'avais qu'une seule préoccupation, déchiffrer le code. Ces façons serviables n'étaient que des repérages. Le murmure d'Henri, le coffre, me revint. Il ne m'aurait pas laissé seul face à une énigme impossible. Il avait caché le code à un endroit que seul moi comprendrais. Un nombre qui aurait du sens pour nous deux, mais pour personne d'autre. Profitant du vacarme de l'aspirateur qui me donnait quelques minutes précieuses, je me levai péniblement et me glissai vers le petit bureau où Henri travaillait. Ses tiroirs, ses carnets, c'était mon ultime espoir. J'ouvris le tiroir secret qu'il laissait toujours fermé, seul moi connaissais son emplacement, et mis de côté factures et reçus. Tout en bas, je saisis son vieil agenda en cuir usé. Mon cœur battait à tout rompre. La réponse pouvait être là. Feuilletant l'agenda d'une main tremblante, une petite page de calendrier glissa et tomba dans mon giron. Sur elle, entourée de l'écriture d'Henri, une date était entourée et juste à côté une note 482. À ce moment précis, même si ces chiffres n'évoquaient rien pour moi, un pressentiment puissant me dit que ce serait peut-être le code de la mallette verrouillée. En serrant dans ma main la petite feuille de calendrier marquée 482, comme si c'était un charbon ardent, je savais que le vacarme de l'aspirateur était mon bouclier le plus précieux, mais il pouvait s'arrêter d'une seconde à l'autre. Et l'idée que Claire puisse surgir dans le couloir comme un fantôme me força à remettre précipitamment l'agenda à sa place et à refermer le tiroir à clé. À peine eus-je entrouvert la porte du bureau pour regagner le couloir que le vrombissement de la machine s'interrompit net. Le silence retomba sur la maison comme un linceul. Et quand Claire me surprit en train de sortir de la pièce d'Henri, son regard bref et soupçonneux me glaça le sang. « Tu avais besoin de quelque chose, maman ? Pourquoi te fatiguer ainsi ?» demanda-t-elle d'un ton faussement inquiet. Ce ton fit de moi non pas une veuve éplorée, mais une coupable défendant un secret. Je m'appuyais contre le mur et murmurais « J'ai juste voulu sentir le vieux gilet d'Henri, son odeur me réconforte. » Mon mensonge la parut satisfaire un instant, mais tandis qu'elle me forçait doucement à me rasseoir, elle ajouta « Laisse, je vais te le chercher. » Et déjà elle s'apprêtait à entrer dans ma chambre. Le son strident de son téléphone rompit alors la tension comme un couteau. J'entendis sa voix monter. « Vous n'avez toujours pas réglé cette simple histoire d'héritage ?» lança-t-elle furieuse à celui qui devait être Julien, avant de sortir sur le balcon, prendre l'air. Ce fut mon signal. Cette pause, je le sentis, était mon unique chance. J'oubliais ma douleur et, porté par l'adrénaline, je glissais vers la chambre. Du balcon me parvenaient ces cris étouffés. « Cet argent nous revient, Julien, tu comprends? Il est à nous. » Ces mots confirmèrent ce que je savais déjà. Sa cupidité était sans limite, et cette certitude me donna une force nouvelle. Je soulevai le sommier qui grinça à peine, et mes doigts retrouvèrent la mallette de cuir froide parmi les couettes. Chaque seconde comptait. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'elle pouvait l'entendre depuis le balcon. Me souvenant de la feuille froissée, je fis tourner les chiffres du cadenato pour former le code 482. J'ignorais si ces 3 nombres allaient révéler le secret d'une vie entière ou simplement une déception. Quand j'abaissai le loquet, le clic clair qui retentit couvrit même la voix de Claire dehors. La serrure venait de céder.
Un étrange mélange de fierté et de douleur m'envahit. Henri m'aurait fait confiance. Il ne m'avait pas abandonné à la merci de cette femme. En ouvrant la mallette, je m'attendais à des lettres, à des souvenirs, mais non. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient plusieurs titres de propriété, un livret bancaire inconnu à mon nom et, tout au fond, une enveloppe pliée. En la voyant, je compris qu'Henri cachait un secret bien plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. Le portefeuille bancaire étranger que j'ai saisi en premier dans la mallette était glacé comme de la glace. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vu, inscrit à l'intérieur, un montant dont je n'aurais jamais osé rêver, je demeurai incrédule. Comment Henri, que je croyais vivre depuis 50 ans d'une modeste pension, avait-il pu me cacher une fortune pareille ? Mes yeux glissèrent du livret vers l'épais paquet de titres fonciers dessous. À mesure que je lisais la liste, terrains, boutiques, appartements situés dans des quartiers dont je n'avais jamais entendu parler, une onde de choc me traversa. Non seulement Henri m'avait dissimulé de l'argent, mais il avait bâti, à mon insu, un véritable empire immobilier. Au même instant, la porte-fenêtre du balcon claqua violemment et la voix enragée de Claire hurla « Ça suffit, Julien, ferme-la !» Le poids des documents entre mes mains devint 10 fois plus lourd. Paniquée, craignant d'être prise, je tentais de tout remettre en vrac dans la mallette, les titres, le livret bancaire, dans l'urgence. Impossible de refermer la fermeture éclair dans ma précipitation. Pris de panique, j'attrapai l'enveloppe scellée posée en haut, portant l'inscription « À ma chère épouse Florence » et la glissai prestement dans la poche de ma chemise de nuit. Puis, tandis que les pas de Claire résonnaient dans le couloir, je repoussai la lourde mallette dans l'ombre la plus reculée du sommier. Me tenant au bord du lit et faisant mine de n'avoir rien vu, comme si je ne venais que de straighten l'oreiller d'Henri, je me redressai avec une expression feinte d'innocence. Mais Claire se tenait appuyée sur l'encadrement de la porte, les bras croisés. Son regard perçant, sceptique, me scruta. « Ça va, maman ? Tu as l'air un peu pâle. » Sous ce regard aigu, je me sentis écrasée. Mon cœur ne souffrait pas seulement de la perte d'Henri, mais aussi du poids de l'incroyable fortune découverte quelques minutes plus tôt et de la peur d'être démasquée. Je plaquai alors la main sur ma poitrine, exagérément théâtrale. Je suis un peu étourdie. Je suis entrée pour sentir l'oreiller d'Henri, mais même son odeur s'en va. Je crois que je vais m'évanouir. Même en prononçant ces mots, je voyais, derrière son faux secours, le regard de Claire fouiller la chambre, guetter le coffre et le moindre indice. Elle n'y croyait pas une seconde. Elle était persuadée que je lui cachais quelque chose. Elle s'agrippa à mon bras comme un crochet pour me forcer hors de la pièce. « Tu restes ici et tu t'affaiblis davantage. Julien va arriver bientôt. Nous devons régler ces histoires d'avocats. La déclaration de succession, la transmission officielle de la maison, la voiture, cette petite pension. » À nouveau tout ramener à l'argent. Son empressement montrait bien que sa préoccupation n'était pas ma santé, mais la traque du moindre bien laissé par Henri. Rassemblant mes dernières forces, je me dégageai lentement de sa prise et dis d'une voix faible « Claire, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. J'ai l'impression que ma tension baisse. Je suis étourdie. » Puis je m'effondrai sur le bord du lit, faisant semblant d'être sur le point de m'évanouir. Je savais que la seule façon de la faire sortir quelques minutes était de la convaincre d'aller chercher de l'eau. Ces instants étaient vitaux. Il me fallait lire l'enveloppe scellée dans ma poche. J'entendis son impatience et sa colère continue, mais elle finit par céder. « Très bien, maman, j'arrive. » Dès que la porte s'ouvrit et qu'elle partit vers la cuisine, je pris une grande inspiration, glissai la main dans la poche de ma chemise de nuit et en sortis, des doigts tremblants, cette lettre scellée, le dernier secret qu'Henri m'avait laissé, que je sentais plus important que tous les titres et l'argent réunis. Le bruit volontairement ralenti de l'eau que Claire faisait couler dans la cuisine sonnait pour moi comme le tic-tac d'une horloge. Il me disait que je devais lutter contre le temps. Tremblante, j'ouvris avec une peur sacrée l'enveloppe scellée
et la déchirai comme si j'allais révéler non pas la plus belle confidence de 50 ans, mais le plus effroyable des mensonges. Voir l'écriture d'Henri, si fraîche et si absente à la fois, raviva soudain la douleur de son départ. La lettre commençait, de sa main tremblante, « Ma chère Florence, mon épouse bien-aimée, si tu lis ces mots, ce monde de mensonges n'est plus pour moi. Je te demande pardon, non pour avoir gardé des secrets, mais parce que je t'ai protégée. » Alors je compris. La fortune trouvée dans la mallette n'était pas une trahison destinée à me blesser, mais une dernière forteresse qu'il avait érigée pour me protéger. Henri y détaillait comment notre fils unique, Julien, avait changé sous l'influence de l'avidité de sa femme, Claire. Ces 2 dernières années, prétextant des difficultés, il puisait sans cesse de l'argent auprès de son père. Ils avaient même exercé des pressions pour nous faire vendre la maison et nous installer dans un logement plus modeste. L'argent que je croyais provenir de l'essor de notre fils était en réalité le premier pas d'un plan qui visait à nous détruire. Le plus terrible était la ligne où Henri racontait que, durant les 6 derniers mois de sa vie, Julien et Claire avaient tenté d'obtenir une tutelle en le présentant comme sénile et hors d'état de raison, afin d'empocher légalement ses biens de son vivant. À ce moment-là, je compris pourquoi Henri avait enterré sa fortune sous mes souvenirs. C'était notre unique garantie. Quand je lus la phrase finale, « Cet argent est ton assurance, Florence. Ne leur fais jamais confiance. N'épargne pas leurs faiblesses. » Je restais pétrifiée par la douleur de la trahison de mon propre enfant. Les pas dans le couloir et la voix de Claire « Tiens, maman, j'ai apporté de l'eau bien fraîche » me tirèrent de ma stupeur. Je repliai la lettre, la cachai contre mon cœur et la glissai dans la poche de ma chemise de nuit. En prenant le verre d'eau qu'elle me tendait, mes doigts tremblaient non seulement à cause du chagrin pour Henri, mais aussi de l'impact de cette lettre qui me révélait la trahison atroce de mon fils. Quand je croisai le regard faussement inquiet de Claire, je ne vis plus en elle la bru polie. Je vis la femme qui avait transformé les derniers jours de mon mari en enfer, qui avait corrompu mon fils et qui maintenant tentait de s'emparer de mon dernier morceau de vie. « Tu es tellement pâle, maman. Cette chambre et tous ces souvenirs ne te font pas de bien, » dit-elle en me tenant par le bras et en me traînant vers le salon sans se soucier de la profondeur de mon choc, car elle ne comprenait pas que je venais d'apprendre non seulement la mort de mon mari, mais la trahison de mon enfant. Même dans ma faiblesse, je sentis qu'elle voyait en moi une occasion, m'éloigner et fouiller. À cet instant, quelque chose en moi bascula. Le deuil laissa place à une colère froide. Le secret qu'Henri m'avait confié n'était pas seulement un compte bancaire, ni quelques titres. C'était l'arme qu'il me donnait contre la femme qui avait volé mon fils. Je n'étais plus seulement une vieille femme en deuil, j'étais devenue une gardienne de sa volonté, prête à protéger mon avenir et, si nécessaire, à demander justice. Lorsqu'ils revinrent tous deux, la porte d'entrée s'ouvrit et Julien entra, vidé par la douleur, mais soumis à la pression de sa femme. Claire, implacable, reprit aussitôt. « Chérie, nous parlions justement de l'avocat pour la succession. Il faut s'en occuper demain. » Je regardais mon fils, le même homme que j'avais porté et élevé, maintenant courbé sous la culpabilité et manipulé par celle qui cherchait à lui prendre tout. La trahison fit éclater mon cœur en 1000 pièces. Ce que je compris alors, c'est que ma lutte ne serait pas seulement contre Claire, mais aussi contre l'enfant que j'avais mis au monde, et que l'ultime combat pour ma dignité et mon avenir venait de commencer. Quand je vis la tête courbée de mon fils Julien, pleine de culpabilité, et que Claire transforma immédiatement cette faiblesse en opportunité, « Mon chéri, on parlait justement avec ta mère. Je propose d'appeler l'avocat demain matin. Plus tôt ce sera fait. Ces choses n'attendent pas. Et puis, il y a la pension, les factures de la maison. » Je compris, avec une nausée presque physique, que leur seul souci, malgré tout, était de s'emparer de ce maigre héritage. Voir mon propre fils, celui que j'ai porté et élevé,
se résigner et, au lieu de protester, murmurer en détournant les yeux « D'accord, Claire, fais comme tu veux, pour que maman ne se fatigue pas », me montra combien il avait abandonné sa volonté à cette femme. Chaque mot du testament d'Henri venait de se planter dans mon cœur comme un poignard. Profitant de l'agrément tacite de Julien, Claire se rapprochant de moi, revêtit son masque de fausse compassion et dit d'un air mielleux « Et puis, maman, que vas-tu faire seule dans cette grande maison? Nous avons pensé avec Julien que, pour ton bien, on pourrait parler de vendre la maison avec l'avocat, te placer dans une résidence plus petite et soignée, réduire les frais. Tu serais plus tranquille. » À ces mots, j'ai compris enfin pourquoi Henri m'avait chuchoté le coffre à l'agonie. Il voulait me protéger de ces deux cœurs sans scrupules. La colère qui couvait en moi explosa. Je fis taire mes sanglots, rassembler ma dignité et, pour la première fois, m'opposer. « Personne, déclarai-je, personne n'appellera mon avocat. Aucune vente, aucune discussion sur l'héritage n'aura lieu avant les 40 jours du décès. M'avez-vous entendu ?» Ma voix, qui jadis tremblait sous le poids du chagrin, était désormais claire, déterminée et glacée. La stupeur se peignit sur les visages de Claire et Julien, puis la colère, car mon assurance venait de ruiner leurs plans. J'ai senti à cet instant que le pouvoir que m'avait confié la lettre d'Henri et la découverte de la mallette n'était que le commencement. Je n'étais pas seule dans cette lutte. Claire resta un court instant figée, puis la morgue revint vite sur son visage. Un sourire venimeux, moqueur. Elle se tourna vers Julien et dit « Tu vois, maman dit des choses incohérentes. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. » C'était son annonce publique. La guerre était ouverte. Julien, reprenant la rengaine de son épouse, s'approcha et, d'une voix mielleuse, posa la main sur mon épaule. « Maman, Séraphine, Florence, s'inquiète pour toi. Ces formalités administratives, mieux vaut s'en occuper tout de suite pour éviter des problèmes. » Il parlait comme si ce n'était pas lui qui sollicitait la tutelle de son père, comme si ce complot ne venait pas d'eux. Ne supportant plus le poids de sa main, je la repoussai doucement mais fermement. Je regardai mon fils droit dans les yeux et, pour la première fois, lui dis sans trembler « Je sais très bien ce que je veux. Et qui cherche réellement mon bien, mon fils ?» Ma voix n'était plus seulement celle d'une veuve en deuil, c'était la voix d'une femme prête à combattre. Comprenant que son manège ne fonctionnait plus, Claire laissa tomber son « ma petite » et prit un ton tranchant. « Très bien, Madame Nergis, Madame Florence. Si vous voulez gâcher l'héritage paternel et le confier aux avocats de la rue, nous agirons en conséquence. » Elle s'empara alors violemment du bras de Julien et l'entraîna vers la porte. « Allez, Julien, on y va. Apparemment, maman préfère rester seule dans cette maison. Laissons-la méditer sur l'idée de la résidence. » Puis elle claqua la porte derrière eux, m'envoyant un message sans équivoque. « Fais comme on dit, ou reste seul. » Mais ils ignoraient une chose essentielle. Je n'étais plus seule. Henri m'avait laissé un lourd secret, et avec ce secret, une arme et une assurance. Le grand patrimoine découvert était à moi. La bataille pour mon avenir commençait, et je comptais bien la mener jusqu'au bout. Quand la porte claqua avec colère et que mon fils et Claire s'en furent, un silence funèbre retomba sur la maison. Pour la première fois, je ne ressentis plus seulement l'absence d'Henri. Je perçus sa présence. Sa lettre et la fortune cachée étaient mon bouclier. La femme assise dans ce fauteuil n'était plus une victime brisée par le deuil. Elle était une personne à qui l'on avait confié un secret puissant, prête à l'utiliser. Je me levai lentement. Sans la hâte d'aucune intrusion, je gagnai la chambre d'Henri, non plus comme une voleuse, mais comme l'unique dépositaire de ce secret.
J'extirpai la lettre froissée que j'avais glissée dans ma chemise de nuit et relus, mot à mot, les lignes où il racontait que Julien avait tenté d'obtenir une tutelle en le décrivant comme sénile, une phrase qui, à chaque lecture, remplaçait en moi la tendresse maternelle par une colère froide et implacable. N'ayant plus d'urgence extérieure, j'extrayais calmement la lourde mallette de cuir cachée sous le sommier et l'étalais sur le lit. Cette fois, sans panique, je scrutais les titres et le livret bancaire comme un commandant examine une carte. Je devais comprendre précisément l'étendue de ce que Henri avait mis à l'abri. À mesure que je réalisais que ces documents n'étaient pas de simples 3 sous, comme Claire les avait méprisés, mais une fortune capable d'anéantir la vie chimérique qu'ils avaient bâtie, je sus qu'il me faudrait un avocat loyal, quelqu'un qui défendrait uniquement mes intérêts face aux manœuvres de Claire et Julien. Je pensai immédiatement à l'ancien ami que Henri évoquait dans sa lettre, son camarade d'armée et conseil de toujours, l'avocat que Julien avait tenté de discréditer en murmurant qu'il travaillait trop lentement. Le nom figurait dans l'agenda, Maître Sadek. J'attrapai alors le téléphone du salon et un froid me traversa. Depuis 1 an, la facture de cet appareil était payée par Julien. Le simple fait d'appeler depuis ce poste pouvait déclencher leurs soupçons, peut-être même les amener à intercepter les appels. Soudain, je me rappelai la remarque d'Henri. « Ces nouveaux téléphones sont compliqués, Florence, on ne sait jamais. » Dans un tiroir, il gardait un vieux portable à touche, obsolète mais préchargé de quelques unités, un appareil d'urgence. Ce vieux combiné, discret et déconnecté, pouvait être ma porte secrète vers l'extérieur. Le cœur battant, je composais, les doigts tremblants, le numéro de Maître Sadek trouvé dans l'agenda. Consciente que Claire avait des oreilles rapides, je me réfugiais dans l'endroit le plus reculé de la maison, la petite remise froide où Henri rangeait ses outils. Là, à l'abri des allées évolues et du regard, j'entendis la sonnerie sourde du vieux combiné et en l'écoutant, je sus que mon rôle de victime était terminé. Le premier pas vers l'exécution de la volonté d'Henri et vers ma revanche venait d'être fait. Les quelques secondes qui s'écoulèrent avant d'entendre la voix grave de Maître Sadek, ce halo posé et rassurant à l'autre bout du fil, me semblèrent une éternité, comme si Claire pouvait revenir à tout instant. Quand enfin sa voix arriva, lasse mais confiante, je pus murmurer « Maître Sadek, pardonnez-moi de vous déranger, je suis Florence, la femme d'Henri. » Mon souffle résonnait contre les murs froids de la remise. Après ces condoléances, sa tonalité changea. Il avait perçu l'angoisse dans ma voix. « Madame Florence, votre voix ne va pas. Quelque chose ne va pas ? Monsieur Henri est venu me voir avant de partir. Il m'a demandé de vous parler en privé. » À ces mots, je compris que mon mari n'avait pas joué seul cette partie. Il avait préparé une bouée pour moi. Rassemblant tout mon courage, je lui expliquai d'une traite. « Maître, je suis seule à la maison et ils peuvent revenir. Julien et Claire complotent pour m'écarter avant les 40 jours. Ils veulent appeler un avocat, me faire partir de cette maison et me placer en maison de retraite. » Je lui racontais en hâte la mallette verrouillée, les titres, le livret bancaire et surtout la lettre où Julien avouait son projet de tutelle. Un long silence funèbre suivit. Puis j'entendis Maître Sadek soupirer. « Ah, Madame Florence !» Il raconta qu'Henri lui avait confié entre 2 sanglots comment Julien et sa femme avaient tenté d'obtenir une tutelle en dépeignant votre mari comme hors d'état. Tout ce qui se trouvait dans la mallette était notre ultime manœuvre de protection. « Heureusement que vous m'appelez, » dit-il. Sa voix se fit alors précise et autoritaire. « Ne sortez pas de chez vous, madame. Nous ne savons pas qui vous surveille. La sécurité de ces documents est primordiale. J'envoie immédiatement mon coursier de confiance, un homme que j'aime comme un fils. Faites-lui remettre la mallette. Il la scellera d'une manière que personne d'autre ne pourra ôter. Laissez-moi m'occuper du reste. » À cet instant, je sus que la bataille avait officiellement commencé.
Le jour où Claire et Julien m'avaient traîné au cabinet de l'avocat arrogant qu'ils avaient engagé, ils s'imaginaient obtenir de moi des signatures automatiques. Ils pensaient que, brisé et vulnérable, je signerais tout pour quitter cette maison. Mais à l'instant même où l'avocat commença son discours mielleux, « Madame Florence, votre fils souhaite vendre la maison pour votre bien ?» La porte du bureau s'ouvrit avec fracas. Maître Sadek entra, sérieux et digne, portant la mallette d'Henri comme si la justice elle-même venait d'entrer. Je regardais Claire lorsque la fierté sur son visage se mua en confusion. Il posa la mallette sur la table et en sortit, une à une, les innombrables titres de propriété et le livret bancaire au montant ahurissant que Claire avait qualifié de « vieille bagnole ». À mesure que les chiffres et les adresses défilaient sous leurs yeux, l'avidité dans le regard de Claire se changea en stupéfaction. Le coup le plus dur fut lorsque Maître Sadek jeta sur la table une copie du dossier ignoble, la requête de tutelle par laquelle Julien et Claire avaient tenté d'obtenir la mainmise sur Henri en le présentant comme sénile. Julien s'effondra sur sa chaise, la respiration coupée. Claire criait « mensonge, calomnie » en tentant de renverser la situation, tandis que chaque ligne de la lettre d'Henri se voyait malheureusement corroborée. Au milieu de ce chaos, je me levai lentement. Je regardais l'épouse qui m'avait feint la compassion et l'enfant que j'avais porté, désormais réduit à marionnette. Puis, je me tournant vers Maître Sadek, je dis d'une voix ferme « Allons, maître !» Lancer les procédures pour la révocation d'héritiers si nécessaire et attaquer cette requête de tutelle pour nullité. Mon mari m'a demandé de ne pas leur pardonner, je ne pardonnerai pas. Et ce fut ainsi que la guerre commença, non plus seulement pour protéger des papiers, mais pour défendre ma dignité et faire respecter la dernière volonté d'Henri.